Madame, monsieur, bonsoir. Financement participatif au menu de questions d'actu ce soir. En 6 années d'activité au Maroc, la finance participative a généré quelques 24 milliards de dirhams d'encours global. En chiffres toujours notés, 196 agences et fenêtres qui se trouvent à ce jour sur le territoire marocain. À fin juillet, le nombre de comptes à vue a grimpé de près de 26% sur un an. Alors l'engouement est confirmé, l'écosystème de la finance participative Made in Morocco prend ses marques. Mais toujours selon les données fournies d'ailleurs par Banque El Maghreb, il y a un gap à souligner. Malgré une croissance à 2 chiffres en termes absolus, l'évolution des dépôts à vue se caractérise par un rythme beaucoup moins rapide que celui observé au niveau de l'activité de financement. Et le gap est important, notez 5 milliards de dirhams. Et pour le financement, c'est Mourabaha qui s'adjuge la plus grosse part du gâteau. Alors que le potentiel des autres compartiments n'est pas exploité à la hauteur des opportunités qu'il offre. Comment changer la donne? Nous en discutons ce soir avec 3 experts en la matière. D'abord, le président de l'association marocaine des professionnels de la finance participative, Saïd Amrdir. Bonsoir et bienvenue à vous sur le plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons également avec nous un expert en finance durable, Wael Mohamed Aminou. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, de répondre à nos questions et un plaisir renouvelé que de l'accueillir sur le plateau de questions d'actu. Il est économiste, il est également docteur en finance. Docteur Mostafa Al-Jaï, bonsoir. Bonsoir, très ravi d'être parmi vous ce soir. Marhaba, tout plaisir est pour nous. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un décollage de la finance participative? Enfin, maintenant que le cadre réglementaire est en place, est-ce que la finance participative a réellement décollé? Saïd Amrdir. Écoutez, effectivement, il y a un décollage intéressant surtout au niveau du secteur bancaire. Donc aujourd'hui, rappelons juste quelques fondements importants de la finance participative. C'est une finance, effectivement, qui a démarré depuis 2017, donc pratiquement on est à la 6e année de développement de cette finance au Maroc, au Royaume. Cette finance, elle est fondée essentiellement sur l'économie réelle. Donc, on finance toujours des projets concrets. Elle est fondée également sur la transparence et l'éthique, comme bien sûr les finances. Et on a un élément qui différencie cette finance par rapport aux autres, c'est le droit musulman des affaires, fiqh al-mu'amalat. Autrement dit, il y a un conseil supérieur des ulama qui intervient dans tout l'écosystème de la finance participative qu'on va découvrir de manière progressive, banque, assurance et marché de capitaux, pour donner son avis de conformité sur les produits. Et c'est une expérience unique d'ailleurs et très très suivie par nos voisins africains, parce qu'ils nous rendent visite. D'ailleurs, avant-hier plutôt, on a rencontré pas mal d'Africains, de sociétés de banques, de sociétés de gestion qui sont venus au Maroc pour s'inspirer de notre écosystème. Et nous avons organisé dernièrement ce que nous appelons un roadshow de la finance participative islamique, parce qu'eux, ils ont opté pour islamique, nous c'est plutôt participative. Et encore une fois, participative au Maroc, elle est ouverte à toutes les religions. C'est-à-dire que finalement, il y a 2 éléments qui sont très très importants. C'est la conformité, bien sûr, à la charia et surtout la performance. Et on a, après l'expérience des Malaisiens, parce qu'on s'inspire essentiellement de l'Asie, nous avons constaté effectivement que 70%, 60% des épargnants, des intervenants au niveau du marché, ce sont des non-musulmans. C'est essentiellement des bouddhistes. Donc cette finance islamique dans d'autres Et à Londres aussi, c'est la place de la finance islamique dans Londres. Alors Kuala Lumpur, JCC et Londres, effectivement. Oui. Et finalement, il y a les éléments qui sont très clairs. Il faut être effectivement éthique, conforme à la charia, mais surtout également être performant. C'est ce que nous souhaitons pour notre finance participative au Maroc, parce qu'on va y arriver, un peu plus cher, pas très compétitif par rapport aux autres, mais chaque chose à son temps, on va y arriver. Alors justement, le positionnement du Maroc vis-à-vis justement de ce monde de la finance participative, Wael Mohamed Aminou. Oui, tout à fait. Donc, comme ça a été indiqué en préambule, c'est une finance qui est récente. On a commencé en 2017. Et donc, si on se compare par rapport au grand hub de la finance islamique ou participative au niveau mondial, donc nous avons le Moyen-Orient et nous avons les pays du sud-est de l'Asie, notamment la Malaisie et l'Indonésie.
Je pense que comparer le Maroc à ces hubs n'est pas correct parce que chaque place a son historique, a aussi son économie et ses fondements. Nous sommes un pays qui a un système financier qui est ancré sur le continent, qui a une certaine maturité. Donc le fait de démarrer tardivement, avec des bonnes bases, distingue l'expérience marocaine par rapport à d'autres expériences au niveau de l'international. D'ailleurs, si Saïd l'a mentionné tout à l'heure, les choix qu'a fait le Maroc, notamment sur le fait de mettre un cadre légal et juridique dès le départ. D'autres pays ont démarré en espérant que les choses vont bien se passer. Nous, on a démarré avec un cadre réglementaire, un cadre légal. On a choisi l'appellation finance participative. Ce n'est pas anodin. Ça renvoie un signal dans le sens que c'est une finance qui doit participer dans l'économie réelle, contribuer à la création d'emplois et pousser les plans stratégiques que nous avons au niveau de notre pays. Et donc aujourd'hui, le bilan, à mes yeux, est positif. Bien sûr, c'est une expérience qui est courte par rapport à d'autres pays. Je rappelle qu'en Malaisie, les premières expériences étaient dans les années 60. À Dubaï, la première banque était en 75. Donc on vient, certes tardivement, mais on vient avec un retour d'expérience de ces pays-là et avec une structuration qui est unique au Maroc, qui nous permet non seulement de répondre aux besoins de l'économie marocaine et aussi aux individus, mais aussi se projeter sur le continent africain. Vous êtes sans savoir que nous sommes parmi les leaders en Afrique dans les services financiers. On ne peut pas asseoir ce positionnement sans une finance participative qui contribue à ce positionnement pareil. Donc c'est une expérience assez particulière. Pour l'instant, elle est prometteuse, mais il y a toujours du chemin à faire. Et nous allons bien évidemment marquer ce chemin à faire et comment vraiment réussir cette expérience et se positionner sur cet échiquier mondial de la finance islamique ou participative, comme on l'appelle ici au Maroc. Alors, Dr Ljay, le fait que le système bancaire marocain soit, et la maturité qu'il a, il se démarque vraiment au niveau continental et régional, est-ce que c'est un frein ou plutôt ça devrait aider à booster à cet envol, à ce démarrage de la finance participative? En fait, la finance participative, comme vous l'avez dit dans le préambule, le bilan en 5 ans exactement, parce que je pense qu'on a démarré fin 2017, est assez positif. Et je verrais moi beaucoup plus les banques participatives comme complémentaires aux banques classiques, banques commerciales classiques, il n'y a pas de concurrence. Et je peux vous citer un chiffre qui nous a étonnés le premier jour où on nous a présenté un petit peu une étude où on a démontré que 70% de la clientèle était intéressée par ce produit. Mais dans les faits, quand on est passé au concret, effectivement, il y a quelques handicaps peut-être qu'on pourra évoquer. Il y a aussi une gamme de produits qui doit venir. Vous avez parlé, 90% je pense des produits c'est Mourabaha, mais il y a quelques produits qui viennent maintenant, il y a Stisna. Il y a d'autres produits qui sont en train de... Pour le coup, qui sont vraiment pour le secteur productif et créateur de richesse. De richesse. Et surtout, il y a le volet entreprise qui attend. C'est ça. Parce que là, le plus gros est fait maintenant pour les particuliers. Il y a le volet entreprise où il y a un grand potentiel. Et je pense qu'il y a une ou deux banques qui ont lancé quelques produits, comme Stesna, pour un peu alimenter les besoins en trésorerie des entreprises. Et il y a aussi l'arsenal juridique qui se complète. Je signale que tout ce qui est, par exemple, fonds Takafoul, les sociétés viennent d'être autorisées en 2023 pour la partie assurance. Assurance, oui. Donc ça, c'était un point faible. Si vous vous rappelez, on avait évoqué ça avec Saïd. C'était un frein. C'était un frein. Oui. Maintenant, la gamme se complète et je pense que le potentiel est là, mais il faut plus, au niveau du système bancaire marocain classique, voir ces banques participatives qui, souvent, c'est des filiales, comme un complément pour une clientèle, parce qu'il y a une clientèle qui demande ce genre de produit. Et quand on analyse le profil des clients, il y a beaucoup de jeunes, justement, des médecins, des professions libérales. J'allais vous interpeller là-dessus. Est-ce qu'on a un profil type? Oui. Est-ce que ce sont, par exemple, je dis n'importe quoi, les pères de famille, est-ce que ce sont vraiment des familles qui sont très à cheval sur les pratiques islamiques ou c'est les citoyens lambda? Moi, quand j'ai demandé, pas plus tard que hier, le responsable dans le groupe où je suis de la filiale que nous avons, la clientèle, c'est une clientèle jeune, de professions libérales, de gros cadres, des médecins, des avocats. C'est parfois par conviction. Ils sont même prêts à payer un peu plus cher parce que ça répond à une conviction personnelle. Et donc, vous avez une gamme très large. Vous avez un volet inclusion
financière où il y a une population assez modeste. Je pense que les banques participatives maintenant, je parle sous son contrôle, ouvrent 30 agences par an. C'est pas mal pour 5 ou 6 grandes banques, sachant que les banques traditionnelles, commerciales, sont en train de fermer les agences. On va plus vers le digital. Donc, ouvrir, se rapprocher. Mais il y a aussi un pan de cadres et des professions libérales de haut niveau intellectuel, des médecins, des pharmaciens, des avocats, des cadres qui ont une conviction et qui optent pour ce produit, surtout le produit Murabaha, qui est le plus simple. Et maintenant que la gamme est complète, je pense que du moins dans le secteur immobilier et dans le secteur de l'automobile, il y a un grand potentiel. Et on attend surtout ces banques sur le volet corporate et le volet entreprise. Alors, justement, parce que vous avez parlé de Murabaha, peut-être réexpliquer, c'est un peu le but aussi de sensibiliser par rapport à ces pratiques-là, peut-être rappeler les principes de Murabaha et pourquoi cet engouement pour cet actif qui est la Murabaha. Alors, la Murabaha, comme produit phare, effectivement, très, très développé, d'ailleurs, on l'a constaté même en Malaisie, GCC, on le trouve toujours comme le premier, voilà, positionné en premier. En fait, tout simplement, c'est un moyen qui est validé, comme j'ai dit, par le Conseil supérieur des Oulémas et qui permet en réalité à la banque d'acheter le bien en question et le revendre au client. C'est une opération de commerce. Alors que l'opération que nous avons connue depuis très longtemps, depuis notre jeune âge, c'est toujours le prêt de cash pour acheter un bien. Donc ce prêt direct, il est considéré comme prohibé dans notre finance, alors que le commerce est autorisé. C'est l'équivalent de Surat al-Baqara, Halallahu al-bay'a wa haram al-riba. C'est exactement la même démarche. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'ai parlé de droit musulman des affaires, parce que le commerce est différent du prix. Donc, dans la finance participative, il y a l'interdiction de l'intérêt ou de l'usure. Donc, tant que l'opération première, le prêt qui est reconnu depuis très longtemps, c'est une opération d'usure. Donc, le seul moyen pour toujours permettre aux particuliers, aux professions libérales, effectivement, c'est des médecins, c'est des avocats. C'est au niveau parce qu'ils voient la subtilité, ils voient finalement que l'opération de commerce qui permet à la banque d'acheter ce bien et vous le revend moyennant ce que nous appelons une marge. Avec une marge, voilà. exactement. Il y a certains intelligents, ils vous disent « c'est la même chose, parce que l'intérêt et la marge, finalement, la banque se retrouve. On dit, en réalité, le Conseil supérieur des Oulémas, il vous dit, et c'est le texte, on autorise le commerce. Des Oulémas au Maroc. Ah oui, au Maroc, qui est présidé par le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et vous dit que l'opération de Murabaha, c'est une opération de commerce, donc il est autorisé, il est validé. L'autre opération ne l'est pas. Donc, les gens qui ont certaines convictions vous disent, écoute, moi je préfère, parce que, in fine, je vais acheter un logement, non pas pour une année ou 2 années, je vais l'acheter pour toute ma vie. Et donc, c'est un investissement majeur, essentiel pour toute la famille. Je préfère opter pour quelque chose qui correspond à mes convictions. Voilà, est-ce que, alors justement, quand on parle de Murabaha, il ne s'agit pas que de prêts immobiliers, pardon, de financement. Alors, Murabaha, il y a 3 variantes, effectivement. Voilà. Il y a la Murabaha immobilière, il y a aujourd'hui la Murabaha auto pour les voitures, etc. Et il y a le Murabaha équipement. C'est l'équipement qui s'adjuge la part du lion. Là, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. L'immobilier, en deuxième position, les voitures. Absolument, tout à fait. Alors, ce classement en quelque sorte hiérarchique permet effectivement de dire que la priorité aujourd'hui pour les populations, c'est l'immobilier. C'est le logement, exactement. Mais je précise, effectivement, la Murabaha immobilière aujourd'hui, c'est parmi les produits les plus faibles dans la finance participative. Parce que tout simplement, c'est quoi faible ? Ça veut dire tout simplement, je demande toujours à la banque de m'acheter tel bien et de me le revendre. Donc je demande à la banque. La vraie Murabaha va venir par la suite, il faut peut-être plus d'expérience, que la banque rentre en partenariat avec un promoteur immobilier. Par exemple, il va construire un quartier, une ville, il va mettre la ville dans son bilan, il devient commerçant, et je viens chez la banque et je vais choisir le bien en question. La banque, elle a déjà entamé plusieurs projets, donc il va essayer de négocier les prix, les réduire au maximum. Et lorsque je vais acheter ce produit, je vais acheter un produit très bien négocié, parce que les matières premières ont été négociées, le promoteur était... Il y a beaucoup de transparence aussi. Transparence, et j'achète le bien qui existe déjà chez la banque. C'est une pratique qui existe dans d'autres pays Et il existe dans d'autres pays, notamment essentiellement pour l'auto et l'immobilier, ça existe. Il y a des banques qui portent dans leur bilan des actifs, des actifs immobiliers ou un parc auto,
et que vous venez, vous choisissez votre voiture et c'est la banque qui vous la vend à un prix avec une bonne remise parce qu'effectivement, elle a négocié en amont une flotte beaucoup plus importante. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fonds d'assurance Takaful. Est-ce qu'il a vraiment été un point d'inflexion finalement pour que cela démarre réellement, même si ça a été lancé en 2017, donc il y a 6 ans? En tout cas, c'était un préalable. Aujourd'hui, la finance participative, pendant une longue période, plusieurs années, a fonctionné sans assurance. Et ça faisait qu'il y avait des risques pris par les banques, Oui. Et aussi par les clients, par rapport à des risques de décès, d'invalidité, à des risques de dégâts sur les bâtiments que les personnes ont achetés, etc. Et donc, c'était naturellement quelque chose d'important de pouvoir avoir, en plus du secteur bancaire participatif, un secteur d'assurance participative qui vient supporter le secteur bancaire. Quand on voit la progression des chiffres, notamment sur l'immobilier, on voit que l'évolution était toujours soutenue. Je pense qu'en partie, c'est dû au fait qu'aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus à l'aise en finançant l'immobilier, par exemple, sachant qu'il y a une assurance qui vient supporter le financement. Comment cette assurance est-elle alimentée? Alors, l'assurance est alimentée par des contributions, comme pour l'assurance conventionnelle. Donc, vous payez une prime pour couvrir le risque, bien sûr. Les primes sont collectées sur un fonds d'assurance qu'on appelle un fonds d'assurance Takaful. Mais à la différence de l'assurance conventionnelle, c'est un fonds qui est partagé et qui est détenu par les participants ou les assurés. Dans le sens où, en fin d'année, si, par exemple, il y a des excédents qui restent dans le fonds, les excédents sont propriété des assurés. Et dans ce cas de figure, la relation entre le fonds et la société d'assurance, c'est une relation de gestionnaire, c'est-à-dire que la société d'assurance Takaful gère pour le compte des assurés le fonds d'assurance Takaful. Donc, ce n'est pas une relation assuré-assurance comme ce que nous avons dans la finance conventionnelle. C'est une relation où assuré-fonds Takaful qui est détenu par les assurés et une compagnie d'assurance qui vient gérer le fonds pour le compte des assurés. Donc, c'est un business model qui est différent. Le produit est le même au final. C'est assurer des biens, assurer des personnes, mais avec un business model qui est différent. Je voudrais ajouter un point qui est très important parce que souvent, quand on parle d'assurance Takaful, on parle du volet assurance, mais il y a un volet aussi important qui est le volet investissement. Une société d'assurance, comme vous savez, elle gère des risques, mais également propose des produits d'investissement sur le long terme. Donc, ça permet de mobiliser l'épargne nationale. Et donc, avec ces assurances Takaful, nous espérons que la mobilisation d'épargne nationale deviendra beaucoup plus importante parce que c'est un point, c'est aussi une demande. Comme nous avons de la demande sur l'immobilier et l'auto, etc., il y a également une demande pour avoir une panoplie de produits de placement participatifs pour gérer l'épargne à long terme pour les individus. On va en parler surtout sur le rendement de ce genre de placement, parce que c'est ce qui compte finalement pour quelqu'un qui va mettre son épargne et l'investir. Je voudrais juste professeur Eljaï, vous interpeller sur le fait qu'une banque conventionnelle ouvre ou lance une fenêtre de finances participatives. Comment être sûr que les capitaux ne proviennent pas d'argent qui vient de conventionnel, donc à l'opposé des principes de la banque participative. Effectivement, c'est une grande problématique. Donc, comme vous savez, d'ailleurs, on le voit dans les ressources des banques participatives, on est à 9,5 milliards. Donc, il y a d'abord le capital de la banque ou de la maison mère. Il y a aussi le Wakalab Istithmar, une sorte de source de financement. Mais ces Wakalab Istithmar restent limités. Donc, comme on avait dit avant, il y a une absence totale d'un marché interbancaire dédié aux banques participatives, comme c'est le cas pour les banques classiques. Et donc, je pense que c'est un grand chantier si on arrive à avoir, comme dans d'autres pays où ils étaient plus avancés que nous, un marché interbancaire dédié aux banques participatives avec un argent étanche. Donc, ça pourrait simplifier les choses. Et je pense qu'il y a une réflexion où on va adosser comme sous-jacent à ce marché interbancaire, j'avais pu comprendre, soit des produits non périssables comme les phosphates ou bien le sucre, parce qu'il faut que cet argent doit avoir des sous-jacents. Il ne faut pas qu'il provienne du marché bancaire classique. Et il y a une réflexion. Et si on a ce marché interbancaire dédié aux banques participatives, le problème sera résolu. Quels sont les prérequis pour avoir ce marché interbancaire ?
Il faut qu'il y ait une économie d'échelle, d'abord au niveau de ces banques participatives. Et il faut trouver des sous-jacents où on investit dans des matières premières, comme je vous ai dit, non périssables, dont les cours sont stables. Et je pense qu'on a évoqué dans la réflexion, je parle peut-être sous votre contrôle, des produits comme les phosphates, comme le sucre, d'après ce que je comprends, les réflexions avancées pour avoir comme sous-jacent au marché interbancaire des produits dédiés, si vous voulez, aux banques participatives. Absolument. Alors effectivement, je complète, il y a cette réflexion. Il y a également ce que nous appelons les émissions de soukouk, que l'État marocain a lancé, effectivement. Et ça permet déjà, le conventionnel aujourd'hui, il fonctionne essentiellement avec ce que nous appelons les bons du Trésor, qui sont émis de manière régulière par la direction du Trésor des TFE. Maintenant, il y a une émission qui est en cours de préparation, parce qu'on a lancé 1 milliard de dirhams depuis 2018. Il vient d'être amorti totalement en 2023. Et il y a un projet en cours pour renouveler un peu l'émission. Donc, le gisement soukouk, ça veut dire quoi un soukouk? C'est tout simplement, vous avez une part, c'est un produit hybride entre une action et une obligation. Donc vous avez en quelque sorte des dividendes, un rendement, d'accord, mais vous avez votre nominal qui est fixe. Donc c'est un certificat d'investissement en quelque sorte et qui permet effectivement aux détenteurs de soukouk de jouir et des dividendes, le rendement, et également de la valeur nominale qui est fixe. Je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Siwaïl, par rapport au Takaful, je reviens rapidement, qu'effectivement le business model de l'assurance conventionnelle existante, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je paie la prime devient la propriété de la compagnie d'assurance. Elle rembourse au cas où il y a un sinistre. S'il n'y a pas de sinistre, la cagnotte, le cash revient à la compagnie. Oui. Ça, c'est l'existant. Avec Takaful, après l'analyse de ce business model, c'est pas possible parce que ce que nous appelons le gharar qui est dans les contrats et qui doit être corrigé. Alors là, il a été corrigé par la manière suivante, c'est que la prime devient une donation dans le fonds Takaful et la donation, ça élimine le gharar. Donc ce qui fait que le fonds Takaful devient il a une personnalité morale, une autonomie financière et il est détenu par les assurés, les participants. La compagnie d'assurance, dans ce modèle, devient un gestionnaire, un sub-gestionnaire, il reçoit une rémunération. Et s'il y a un excédent effectivement technique et financier, il a la propriété des participants. Autrement dit, si demain, on avance dans 10 ans, dans 20 ans, on a une assurance automobile, par exemple. Je paye une prime de 10 000 dirhams sur une voiture. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'accident. Donc, la compagnie d'assurance va prélever sa commission et le reliquat doit être restitué aux participants. Exactement. Okay. Ah oui. La différence des assurances classiques. Oui, absolument. Parce qu'il n'y a pas de reliquat. Oui, oui. Parce que demain, on fait que payer, on reçoit. Voilà, on reçoit quand il y a un sinistre. Exact. Maintenant, demain, on parle de pas le wakala, mais la location. Ijara. Ijara Montahib Temlik. Ijara Montahib Temlik, tout simplement, la banque. C'est le leasing. C'est le leasing. La banque va acheter une flotte de voitures, il va les louer. C'est ça. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas pour les conventionnels, pour ce qui est société de leasing. Maintenant, pour le participatif, il aura besoin d'une assurance auto. Donc, il ne peut pas faire de Ejara qui valide pas le CSA avec une assurance qui ne l'est pas validée. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, c'est l'assurance qui vient en premier. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu la charrette avant les bœufs en commençant par la banque, on a pensé à l'assurance. Parce que généralement, dans les pratiques conventionnelles, et du coup, ça allait de pair. C'est d'usage. Ça allait de pair, mais l'assurance avait une certaine une petite longueur d'avance par rapport à l'activité bancaire. Alors justement, parce que dans toutes les expériences internationales, c'est ce que nous appelons la banque assurance, la banque Takaful, qui était derrière le développement de l'assurance. Autrement dit, vous trouvez toujours l'assurance et pas protection de votre bien logement, par exemple, la multirisque bâtiment, multirisque habitat. Vous trouvez par exemple l'investissement et parfois même l'auto, qui est commercialisé essentiellement par des banques. Parce que le réseau est dense. Oui, donc la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? Il va capter ces primes qui sont collectées par un réseau bancaire. Aujourd'hui, pour l'auto, il y a les agents d'assurance qui sont très performants à ce sujet.
D'ailleurs, la réglementation leur donne l'exclusivité. Exact, Donc la banque n'a pas le droit de commercialiser l'auto. Par contre, tout ce qui est métier risque habitat sur le dommage, le secteur bancaire, la banque assurance. Et la banque, elle est beaucoup plus puissante. Donc, elle canalise plus de primes. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, sur les 16 ou les 17 milliards de dirhams, on va parler en réalité entre 4 compagnies d'assurance du prime global de 12-13 millions de dirhams par compagnie. Donc 12-13 millions de dirhams, c'est pas beaucoup pour faire vivre une compagnie d'assurance. Alors que le marché représente aujourd'hui, national, plus de 54 millions de dirhams. Voilà. Alors, ce qui nous interpelle aussi, parce que c'est en partie la question que je vous ai adressée, Dr Ljay, sur ce dont... quelle est la marge de manœuvre finalement d'une banque participative en termes de capitalisation? Parce que là, les sources ou les ressources manquent, ça peut être aussi un frein à son développement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire l'aspect capitalisation est important. Et c'est pour ça que peut-être revenir sur la structure de la réglementation marocaine pour la banque participative, elle est sous la réglementation bancaire. Et donc aujourd'hui, la Banque centrale a des exigences en termes de capitaux propres, un minimum à satisfaire, pour justement faire face à des problématiques d'impayés et de risques, etc., qui peut mettre en péril la stabilité de la banque. Et donc, sur ce point-là, les banques participatives sont soumises aux mêmes exigences que les banques conventionnelles et respectent ces exigences-là pour pouvoir garantir ça. Maintenant, sur la question de liquidité. Donc, c'est un problème. Avant qu'on passe sur la question des liquidités, j'y viens, mais sur la question de capitalisation, tant que les règles appliquées sont les mêmes que pour les banques conventionnelles, cela risque d'enfreindre un peu le développement de la finance participative, selon vous? Tant que les banques participatives respectent les exigences prudentielles en termes de capitaux propres qui sont indiqués par la Banque centrale, dans ce cas, il n'y a pas de problème. C'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup de banques participatives parce qu'ils sont passés par des exercices où il y avait des pertes, c'est naturel. En début d'exercice, il y a toujours, au début d'activité, il y a des pertes qui sont subies. Il y a plusieurs banques qui étaient obligées de recapitaliser pour pouvoir justement... Comment elles recapitalisent? Elles injectent des nouveaux capitaux. Fonds propres. C'est les actionnaires. Par fonds propres. Oui, les maisons mères. Oui. C'est les maisons mères ou bien les actionnaires injectent des fonds propres pour pouvoir être en phase par rapport à la réglementation. Donc pour moi, pour l'aspect stabilité et capitaux, pour moi, tant qu'il y a un respect de la réglementation, le problème ne se pose pas. Alors, il y a respect de la réglementation, mais la réglementation peut-être doit être revue en ce qui concerne les banques participatives. Non, je pense de Banque El Maghreb. La loi bancaire s'impose à tout le monde. À tout le monde. Oui, à tout le monde. Participatif, oui, exactement. Conventionnel. Il n'y a pas moyen de peut-être revoir et adapter peut-être la loi bancaire à la finance participative. Non, aujourd'hui, il y a des chapitres dans la loi bancaire 103.12 qui sont consacrés aux banques participatives, qui sont spécifiques. Par exemple, la définition des produits, par exemple, les process par lesquels doit passer le produit, la gouvernance, etc. Cependant, il y a des éléments qui sont communs à l'ensemble des banques, notamment sur les règles prudentielles, qui s'appliquent de la même manière pour les banques conventionnelles et les banques participatives. Sur ce point, il y a des petites nuances. Par exemple, les banques participatives, du moment qu'ils ont ce qu'on appelle des dépôts d'investissement, et les dépôts d'investissement absorbent une partie du risque, il y a des ajustements en termes de calcul, en faveur des banques participatives d'ailleurs, qui leur permet de mobiliser moins de fonds propres. Mais d'une manière générale, l'architecture prudentielle s'applique de la même manière pour les banques conventionnelles que pour les banques participatives. Alors là, c'est le cadre réglementaire. Vous partagez cet avis pour le cadre réglementaire et le cadre fiscal. Alors justement, pour le cadre fiscal, dès le départ, je me rappelle, avant même le démarrage des banques participatives, le fisc, il était très clair, pas d'exonération, pas de faveur en faveur de la finance participative. Autrement dit, tout le monde sera traité de la même manière. Bon, peut-être que je ne partage pas cet avis, mais bon, c'est une décision. Parce que je reviens en arrière, en 1998, lorsqu'on a voulu développer la bourse de Casablanca, on a exonéré les plus-values sur l'action, parce qu'il y avait des introductions en bourse, il y avait des privatisations, des IPO. Et donc, on a donné carrément 5 ans ou 6 ans aux particuliers d'acheter, de gagner de l'argent, mais sans payer de taxes. Parce que là, on est dans une phase de développement, en attendant qu'on s'habitue à ces mécanismes. Et la taxation de la plus est venue par la suite. On aurait aimé avoir
une exonération, ne serait-ce que provisoire, pendant les 5 premières années, justement parce que ces banques, comme ça a été précisé par Wael, on a démarré avec 200 millions de dirhams. Ça, c'est le capital minimum pour une banque. 50 millions de dirhams pour une compagnie d'assurance. 5 ans, il n'y a que des pertes. Donc, les 5 ans de pertes vont puiser sur les 200 millions de dirhams. Sur le capital, donc, pour revenir à 200, effectivement, on a besoin d'appeler les actionnaires ou la banque pour écoutez, on est descendu sur les 200, il faut revenir. Donc, on est obligé d'injecter. Mais si on avait des exonérations, on aurait peut-être plus de personnes qui vont y aller parce qu'il y a un gain. Est-ce que ça affecte aussi le fait que ce ne soit pas compétitif, que ça coûte plus cher? Ça coûte plus cher parce que tout simplement, durant les premières années, vous n'avez pas assez de dépôt à vue. Voilà. Alors, dépôt à vue, c'est la ressource gratuite aujourd'hui, c'est le trésor des banques conventionnelles. Donc, c'est grâce à cette ressource gratuite qu'ils commencent à octroyer des financements parce que finalement, ça leur coûte zéro. La banque participative, elle a besoin de dépôts d'investissement, il faut qu'ils payent les dépôts. Et donc, c'est un coût qu'il va supporter. S'il veut Wakala Bistithmar auprès de la banque mère, il doit payer également un coût. Donc, ce qui fait que la ressource chez une banque participative est beaucoup plus chère qu'une banque conventionnelle. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, mais bon, la décision est faite, on va continuer comme ça parce que le coût des ressources chez les banques conventionnelles est très faible, 1,40, 1,42 maximum. Voilà, parce qu'il y a une pondération entre les ressources à terme et les ressources à vue. Absolument. Par contre, au niveau des banques participatives, le coût de ressources est cher. Donc, loi Calab l'Istithmar, elle est à 3,15 maintenant. Elle suit un peu la tendance de l'autodirecteur. Ouais, donc, quand vous êtes à 3,15, vous êtes obligé de vendre un peu plus. Mais docteur Jay, les financements, ils marchent bien. Oui, mais l'épargne, non. Est-ce que c'est juste parce que c'est c'est un manque de marché interbancaire dédié, comme on a dit, aux banques participatives. Et je pense qu'il y a d'autres produits. J'ai cru comprendre qu'il y a un produit qui va venir qui s'appelle Sukuk Ijara. On va adosser ça. C'est comme les OPCI, au lieu que les banques, les OPCI sont adossées à de l'immobilier. L'immobilier, voilà. Donc, ça peut être des Sukuk Ijara ou elles seront aussi adossées à des biens immobiliers. Et comme c'est des filiales de banque, ça peut être des agences bancaires avec une location. La location, elle est halal. Et ça va donner un rendement et ça va inciter les clients à venir souscrire à ces produits et alimenter en ressources les banques participatives. Donc, je pense que l'arsenal doit être complété. Je passe sans contrôle. Merci beaucoup, Sijay, pour avoir répondu à la perche. En fait, on parlait tout à l'heure de l'écosystème. Parce que les systèmes... on va y arriver. Je pensais à l'écosystème. D'abord, l'écosystème, il n'est pas encore achevé. Il est encore jeune. Non, il est incomplet déjà. Il n'est pas complet. Il est incomplet. Parce que vous avez des banques avec des produits qui manquent. Donc déjà, on demande à nos banques participatives, de faire plus d'efforts justement pour que tous les produits soient disponibles. Parce que, in fine, le régulateur qui est Banque Maghreb, la Banque centrale, son objectif, c'est de ne pas développer des produits. Il est là, c'est un régulateur. Donc c'est aux associations professionnelles de faire le boulot. Ça a été dit par Jouali. Donc, deuxième élément au niveau des compagnies d'assurance, la même chose. Il faut absolument que le produit investissement, parce qu'il y a 3 contrats. Il y a le premier contrat, c'est des emprunteurs. Deuxième contrat, c'est le multirisque bâtiment. Troisième, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est l'épargne. Alors, mais est-ce que, parce que l'épargne aussi, c'est un mouvement, si vous le permettez, mais c'est-à-dire c'est un phénomène qui est généralisé aujourd'hui, c'est-à-dire l'épargne pour les banques conventionnelles aussi. Bien sûr. Alors, vous avez au niveau de la compagnie d'assurance des produits qui sont structurés par la compagnie et qui bénéficient de certains aspects, des avantages fiscaux. Je m'explique. Vous avez l'assurance vie capitalisation et vous aviez l'assurance retraite. Alors, la retraite, on le sait, tout ce que vous cotisez, exonéré de l'IGR, 50 ans, 8 ans de cotisation. Avec des grèvements, oui. C'est où il est. Donc, un avantage intéressant, c'est un trésor. Vous avez l'assurance capitalisation. Autrement dit, vous placez pendant 8 ans, vous êtes à la fin exonéré de la taxe sur la plus-value. Et vous avez quelques avantages, c'est que vous avez la clause bénéficiaire, vous pouvez dédier votre épargne à quelqu'un de la famille. Exact. Donc, voilà. Vous avez l'exonération, parfois d'autres avantages qui sont intéressants. Ça, c'est le trésor assurance. Donc, ce qui fait qu'un client lambda, intéressé par l'épargne, souhaite passer par la compagnie d'assurance, donc Takaful Investissement, et par la suite
c'est ce qu'a dit Mme Zahayat avant-hier sur un forum de la SFIM, c'est que la nouvelle loi va donner naissance aux OPCVM participatifs. C'est ça, exactement. Donc, autrement dit, c'est ce que nous appelons les contrats en unité de compte, investment linked, à l'étranger, c'est que le cash collecté par la compagnie, d'accord, va bénéficier de l'avantage de l'assurance, donc intéressant pour le particulier. Par la suite, il sera investi dans des fonds OPCVM participatifs qui sont investis sur le marché de capitaux, la bourse de Casablanca. Donc, vous bénéficiez d'un rendement du marché. Les rendements aujourd'hui, et ça c'est sûr et certain, 2023-2030, il n'y a que des bonnes nouvelles. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, le Haouz, il y a plusieurs chantiers, pratiquement, on dépasse les 200 milliards de dirhams. Donc il y a plusieurs chantiers, et donc les rendements seront beaucoup plus intéressants, et donc le particulier gagnera aussi bien sur le marché de capitaux que sur l'avantage fiscal. Mais il faut l'émission des certificats d'investissement. Et il faut absolument que le contre-investissement démarre au niveau du Takaful, justement pour réussir l'expérience. Et nous avons bien sûr les engagements de l'AMMC, l'autorité marocaine marché de capitaux, c'est aller sur effectivement les OPCVM participatifs. Il y a ce que nous appelons les ETF, Exchange Traded Fund, c'est des OPCVM cette fois-ci mais cotés en bourse. Il y a les fonds en devise, ça veut dire si vous arrivez à capter la devise sur un fonds, vous pouvez placer sur d'autres marchés à l'international en devise. Donc il y a une dynamique qui va s'installer avec la nouvelle loi et qui permettra à tout le monde d'en bénéficier. Donc la finance participative, il se greffe dans cet écosystème qui existe et qui est où il est. C'est pour cela que je parlerai plus de complémentarité. De complémentarité. Alors, on va parler d'inclusion financière plus tard, mais justement, peut-être une information complémentaire par rapport à ces certificats d'investissement et par rapport aussi au fait que ce soit, ce que je disais dans mon introduction, d'atteindre ce potentiel d'outils de financement de l'économie par la finance participative. Tout à fait, c'est un outil fondamental. D'ailleurs, je reviens au départ, pourquoi nous avons lancé en tant que pays la finance participative. À mon sens, il y avait deux raisons principales. La première raison, c'était l'inclusion financière. Donc, inclure financièrement soit les populations, soit les entreprises. Et quand on parle d'inclusion financière, ce n'est pas d'avoir un compte. C'est aussi d'avoir une interaction dense avec le secteur financier. Donc là, c'était un objectif principal. Mais il y avait un deuxième objectif, c'est justement de financer l'économie et de drainer les investissements étrangers au pays. Exact. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau modèle de développement est très ambitieux, à juste titre. Et dans le nouveau modèle de développement, on parle de la nécessité d'innover et de lever des financements pour compléter les budgets de l'État pour pouvoir investir. Aujourd'hui, l'orientation de l'État marocain, c'est de changer. Aujourd'hui, l'État investit 2 tiers, le secteur privé 1 tiers. Donc, pour inverser la tendance 2 tiers, 1 tiers en faveur du secteur privé, on a besoin de l'implication du secteur financier, y compris du secteur banquier et financier participatif. Dans ce cas de figure, les certificats d'investissement, ou aussi Sukuk, sont un instrument qu'on devrait utiliser. Je pense par exemple à la transition énergétique, financement de la transition énergétique, financement du secteur comme l'eau, comme l'éducation, comme la santé, là, on parle de gros montants. On parle de gros montants, de milliards de dollars, des milliards de dollars, pas de milliards de dirhams. Oui. Et donc, pour drainer ces financements, on a besoin de structurer des montages financiers sous forme de certificats d'investissement qu'on va destiner soit des investisseurs locaux, étrangers, soit des investisseurs étrangers. Justement. Parce qu'il y a le potentiel, parce qu'il y a justement le potentiel, parce qu'il y a d'autres pays qui font exactement ça. Il y a des pays qui lancent, par exemple, ce qu'on appelle des sukuk verts, pour financer leur transition énergétique, leur décarbonation. Aujourd'hui, nous sommes dans un défi très important. Alors que les Green Bonds ont été émis au Maroc, c'est une première d'ailleurs sur le continent, alors qu'on peut aussi se positionner et prendre de l'avance, qu'on a peut-être enregistré un peu de retard, mais prendre de l'avance sur des sukuk verts. Et aujourd'hui, la réglementation au niveau de la structuration de l'instrument vert est disponible. La réglementation au niveau des sukuk est disponible. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Les projets existent déjà, ou bien en tout cas sont planifiés. Et donc aujourd'hui, c'est une opportunité qu'on peut saisir en tant que pays pour pouvoir le faire. Je ne dis pas qu'on va financer toute l'infrastructure verte du Maroc avec ces instruments, mais ce qu'on dit ici, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une contribution de la finance participative, à côté de la finance conventionnelle, à financer justement cette économie verte, dessalement, centrales solaires, éolien, efficacité énergétique, biomasse, etc. Alors, d'ailleurs, pour compléter, parce qu'on en a discuté avec quelques pays africains,
on fait partie de l'Afrique également, nos voisins de l'Afrique, comme ça la terme est plus précise, c'est que le gazoduc, par exemple, que le grand projet qui est Nigeria-Maroc, peut être également partiellement être financé par des soukouk. Donc plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils disent c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas financer une partie, parce qu'il y a la Banque islamique développement qui intervient, et elle a besoin absolument de contrats islamiques ou participatifs. Donc effectivement, il y a des idées, il y a une volonté royale d'aller sur plusieurs projets en Afrique. Il y a effectivement les banques marocaines qui sont déjà installées, la BCP, Tijari, il y a le Salam, etc. La relation est bonne. Il y a certains pays africains qui étaient avec nous, qui voulaient juste s'inspirer le fonctionnement du marché, de Maroclear, etc. et voir éventuellement comment nous, on peut les aider pour que le marché de capitaux soit huilé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une banque centrale et vous avez besoin d'un dépositaire central, qui est le dépositaire du dépositaire. Vous avez des titres et du cash. Et c'est grâce à ces deux mécanismes que le marché de capitaux circule de manière huilée. De toute manière, aujourd'hui, quelle que soit votre banque, vous pouvez souscrire ou acheter une valeur, une action ou un OPCVM sur une autre banque en passant votre opération via Maroclear au temps réel. Exact. Vous êtes débité le jour J, vous êtes crédité le jour J. Donc, en termes d'infrastructure, ce que nous avons aujourd'hui, on est au top. Exact. Maintenant, ce qui nous reste, effectivement, c'est que nous avons plusieurs chantiers. Il faut juste qu'on responsabilise des entités bien précises, avoir des responsables en face et des dates. Parce que ce sujet, on l'a démarré depuis 2013, parce que la réflexion sur l'écosystème, il date de 2013. Donc, les compagnies d'assurance, on en a parlé depuis très longtemps. Sauf que, si Wael peut le confirmer, c'est que certains pays africains qui intéressés par cette finance ont pu carrément, sur certains secteurs, nous dépasser. L'indice boursier Sharia compliant, dont on parle depuis très longtemps, il y a certains pays qui l'ont déjà lancé. En nous contactant, ils ont besoin juste d'une idée sur la structuration, et ça va vite dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Donc, autrement dit, il faut qu'on augmente un peu le rythme et que, je le répète, que les banques participatives se regroupent et travaillent sur plusieurs produits en parallèle, et non pas sur un seul produit. Ils sont 8. Ils n'ont qu'à s'organiser par 2-3 banques par produit. Et au lieu d'avoir un seul produit par an, peut-être qu'on peut avoir 2-3. Justement, un mot sur ça, Dr Oljay, parce qu'on parle de perspectives de développement pour clore ce débat. Dans les perspectives de développement, moi, je pense pour que il y ait une certaine taille critique, il y a le volet entreprise. Je vois un produit, par exemple, investissement, où les banques participatives ont un handicap de la TVA. Quand vous voulez investir dans un équipement, si vous êtes dans la banque conventionnelle, vous êtes une entreprise, moins de 3 ans, vous avez un avantage, vous ne payez pas de TVA, vous achetez en hors taxe. Si c'est dans le cadre de la banque participative, c'est la banque qui achète. Et la banque, elle n'a pas moins de 3 ans. Donc vous subissez la TVA. Et ça, c'est un handicap. Donc je pense que c'est une matière à creuser pour encourager les PME à se faire financer par les banques participatives. Là, je pense que c'est une proposition à défendre. Et je pense que même pour le financement de la TPE, l'implication de la banque participative, corrigez-moi, je parle sous votre contrôle, Dr Oljay, l'implication pour l'accompagnement d'une banque participative va être plus important que celui d'une banque conventionnelle. C'est clair. Parce qu'elle est impliquée dans le business qu'elle va financer. Oui, elle est impliquée, elle a moins de clients, les premiers dossiers sont suivis de près. Bon, on lui souhaite d'avoir plus de clients. Non, c'est certain. Parce que c'est le but. Ce volet investissement, moi je pense qu'il y a un grand potentiel, mais il faut lever à de l'handicap avec peut-être l'administration fiscale pour, comme vous avez dit, ouvrir au moins le spectre aux PME et peut-être les PME auront un suivi plus régulier et rigoureux au niveau de ces banques participatives. Un dernier mot aussi par rapport, parce que je parlais d'inclusion financière, comment l'argument d'une banque participative, donc, dont l'éthique est différente de celle conventionnelle, peut aider dans cet élément d'inclusion financière. Je commencerai par vous, Dr Oljay. Alors, moi donc, comme je vous ai dit, dans la population cible, et on le voit même dans les ouvertures d'agences, souvent on va avoir des quartiers où il y a une population à revenu moyen. Non, mais maintenant, les ouvertures d'agences se concentrent sur l'axe Casa, Rabat, Fès. Tout à fait. D'accord, ça, mais c'est clair. Le podium. D'accord, mais si on prend Casablanca, vous allez voir que les banques
sont dans des quartiers où il y a une classe moyenne qui a des convictions, voire même un peu en deçà de moyenne, pour essayer aussi de favoriser cette inclusion financière. Et bien sûr, en fonction aussi des moyens, parce qu'une agence, ça coûte quand même. Je pense demain, ils iront à des endroits où il y a un besoin énorme pour bancariser cette clientèle qui a souvent des convictions pour travailler avec ce genre de banque. Un dernier mot sur le développement justement de la finance participative. Il y a plusieurs éléments, mais je voudrais finir sur le volet technologique. On a parlé de la problématique de drainer de l'épargne, mais je pense aussi que la solution passera par la technologie. Les banques participatives n'ont pas l'ambition d'ouvrir autant de réseaux d'agences. Je pense à cela. Donc, je pense aujourd'hui avec les fintech, il y a des possibilités qui sont extraordinaires, qui permettent d'être efficaces, qui permettent d'être efficients et surtout être au goût de la jeune population. Aujourd'hui, la technologie permettra aux banques participatives de toucher plus de personnes plus rapidement en offrant des services qui sont innovants. Des use cases, par exemple, de fintech. Les use cases, par exemple, c'est les ouvertures de comptes à distance, c'est toute la partie banque à distance, toute la partie simulation pour avoir un financement. Donc, c'est la digitalisation de la relation entre le client et la banque qui se fait à distance. Et c'est, par exemple, vous avez aujourd'hui des agences qui travaillent 24 sur 24 en ayant des accès sur des endroits sécurisés, avec un accès à un call center, etc. Donc, il y a des modèles technologiques qui permettent d'optimiser la distribution, être beaucoup plus proche des clients et surtout proposer des produits innovants en termes d'épargne pour les clients. Oui, un dernier mot, Saïd Amadjel, justement. Alors justement, parce que le cheval de bataille, c'est démystifier, vulgariser au maximum, c'est de simplifier les définitions de cette finance participative. J'aurais aimé, par exemple, dans cette émission, qu'on parle en français, mais j'aimerais bien avoir une traduction en arabe, parce que l'objectif, c'est vraiment toucher le maximum. Si on reste, ça va être 20% versus 80%. Deuxième élément, c'est comment on présente les choses, effectivement, utiliser également l'arabe. Facilité. Et il y a l'élément. On pourra prévoir alors un numéro spécial. Pour faire l'émission Darija de A à Z. Absolument, pour toucher de toute façon, je pense qu'on est tous marocains et qu'on parle tous arabe. Et voilà. Absolument. Il y a ce que nous appelons la caravane que faisaient les banques conventionnelles, la caravane de la banque. Donc la banque participative, on n'a pas encore fait ça. Donc se regrouper pour des caravanes, effectivement, aller sur la région de Oujda, sur la région de des souks, bien sûr. Démystifier, vulgariser, des workshops. Il y a également l'idée de salon de l'épargne qui vient de voir le jour. Les banques participatives, certainement, ils vont participer, mais l'année prochaine. Cette année, c'était essentiellement du conventionnel. Et donc, il faut effectivement démystifier, vulgariser, simplifier un peu les termes et, bien sûr, accélérer le process de produits. Parce que personnellement, je me dirige vers une banque participative, je l'aime, je l'adore, j'aime bien qu'elle se développe. Mais si je ne trouve pas assez de produits, le chéquier, la carte, elle est partout. J'ai besoin d'un financement, besoin d'un fonds de roulement. Il n'y en a pas. J'ai besoin d'apporter une marchandise de l'étranger à travers ce que nous appelons les crédits documentaires. On ne l'a pas. C'est pourquoi? Par manque de liquidité, peut-être? Pas question de liquidité. C'est accélérer un peu la cadence et le processus de validation des contrats via, bien sûr, l'association GPBM et le CSO pour que les produits soient disponibles. Donc, autrement dit, une PME, par exemple, lorsque ouvre un compte, il faut qu'il trouve au moins l'essentiel pour fonctionner correctement. Bien sûr. Là, si je ne trouve pas assez de produits, je reste dans le conventionnel et ça génère un retard. Donc, il y a effectivement une accélération à faire au niveau de la production des contrats. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se travailler. Ce qu'on fait, c'est que dans le cadre d'une association, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence. Oui, bien sûr. On est tous embarqués dans un même tableau, donc on travaille ensemble. Et la concurrence, c'est au niveau du marché. C'est pour ça que chaque deux banques doivent travailler sur un, deux produits. Et on arrive avec 4, 5. Le régulateur, il est là pour, bien sûr, orienter, driver, voir un peu la réglementation, mais il n'est pas là pour faire le travail des autres. Il ne faut pas compter sur Banque de vous envoyer, de vous développer des produits. Elle est là, c'est un régulateur. Chacun joue son rôle. L'AMM, c'est la même chose, et la CAPS. Donc il faut que les fédérations, le GPBM, l'ASFIM et la PSB jouent leur rôle pour qu'on puisse effectivement avoir le triangle d'or. Des banques avec des compagnies d'assurance, avec un marché de capitaux. Exact. Sans ça, il n'y a pas d'écosystème. Aujourd'hui, on n'a que des banques et des compagnies. Il faudrait que GPBM, vous parlez du GPBM, peut-être les banques conventionnelles devraient
devrait s'engager davantage en faveur de cette fenêtre participative? Pas les banques conventionnelles, c'est aux responsables qui ont été nommés au sein des banques participatives, aux fenêtres participatives, de réaliser leur BP, parce qu'il y a un business plan qui a été défini au départ, il y a une cadence, il y a un objectif de rentabilité. Pour y arriver, il faut absolument que le produit soit disponible. Ouais. Les régulateurs, ils sont là, ils nous épaulent, merci beaucoup. Les lois sont votées. L'AMMC s'est engagée pour 2024 de sortir une nouvelle loi. Vous allez voir, c'est vraiment c'est une modification du paysage du marché de capitaux. On va avoir des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tout ça, c'est justement pour permettre aux opérateurs d'avoir un nouveau souple. Et comme j'ai dit, 2023-2030, c'est vraiment, on peut gagner... Pour accompagner la dynamique du royaume. Oui. Plusieurs années de développement. Il y a des pays qui gagnent 50 ans de développement. Il faut qu'on y arrive, que tous les intervenants produisent leurs contrats, leurs lois, et qu'on soit comme le privé. D'ailleurs, Moulay Hafid l'a dit un jour, et je respecte beaucoup ce monsieur, Maroc SA. Il faut qu'on soit vraiment SA. C'est-à-dire que chacun, lorsqu'on se réveille le matin, ou le soir, plutôt avant de se coucher, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que la loi, parce que cette loi... il bloque au moins 5 banques participatives pour se développer, parce qu'il y a des contrats qu'il faut valider rapidement, et c'est comme ça qu'on peut aller et réussir ce challenge 2023-2030, qui est un axe stratégique pour le Royaume. Ce qui est stratégique aussi de tenir cette émission en français, parce que vous avez adressé des messages, je pense que les messages ne sont pas pour le client consommateur, mais plutôt pour le décideur. Je suis sûre qu'ils ont compris le message en français. Exact. On pourra refaire cette émission pour une autre cible, Darija, ou bien sûr Tamazirt, et qui vraiment ouvrira plus de perspectives. Et du coup, on parlera d'autres sujets et d'autres thématiques. Merci beaucoup en tout cas, Saïd Amardir, président de l'Association marocaine des professionnels de la finance participative. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. Wael Mohamed Aminou, merci à vous également. Merci pour l'invitation. Et professeur, docteur Mustafa Al-Jaï. Merci. Une joie renouvelée que de vous accueillir ici sur le plateau et de parler d'un sujet un peu plus d'actualité. La conjoncture est difficile et tous les moyens alternatifs conventionnels sont bons pour financer l'économie, financer aussi les projets de développement, mais aussi inclure financièrement le plus grand nombre de Marocaines et de Marocains pour créer de la richesse, des emplois. Je le répéterai jamais assez dans cette émission. Merci en tout cas pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.